sur un homme inutile. Pose-le, tu peux te battre avec le ballon. Dans une rue résidentielle typiquement calme à Waupaca, dans le Wisconsin, le calme est d'abord brisé par des cris. « Allez! Tu vas te faire tirer dessus, pose-le. Mon ami !» puis le coup d'un fusil de chasse. Une caméra de sonnette d'une maison voisine capture toute la scène. Mon Dieu! Mon Dieu! Le tireur est venu ici pour rencontrer quelqu'un, mais il n'est pas là pour discuter. Il s'appelle William Wild Bill Zelensky, un ancien flic qui passe maintenant sa vie à vendre des serpents venimeux et des animaux rares. Il pense que l'adolescent, Riley Manent, 18 ans effondré devant lui, a volé près de 30 000 $ de ces reptiles de valeur. Debout à côté de Wild Bill se trouve sa petite amie, Tiffany Powell, et la personne qu'il vient de toucher par balle, c'est son fils. Avant la fusillade, avant le vol des reptiles, il y avait simplement William Wild Bill Zelensky. Il n'est pas vraiment célèbre, mais dans un milieu de niche comme celui des reptiles du Midwest, il compte. Il échange des serpents venimeux et des lézards rares qui valent des milliers de dollars. Il tourne des vidéos avec eux et il parle comme un gars qui a côtoyé le danger toute sa vie. Il vit avec Tiffany Powell et ses enfants. Son fils, Riley, 18 ans, est bruyant, impulsif et pas particulièrement respectueux envers l'homme qui sort avec sa mère. Une semaine avant la fusillade, Bill appelle le 911 et dit que sa maison a été cambriolée. Il dit au central que des armes à feu, de l'alcool et ses reptiles les plus précieux ont été volés. Il affirme que les animaux valent plus de 30 000 $. Il nomme immédiatement des suspects, Riley et son ami adolescent. Puis quand nous avons confronté Riley à ce sujet, parce que nous pensions qu'ils auraient pu le faire, il a dit « Eh bien, vérifiez les caméras. La banque a des caméras. Donc, ils sont déjà assez malins pour savoir qu'il y a des caméras. Peut-être au drive, je ne sais pas. Mais il y a aussi des traces de pas dans le béton. Cette nuit-là, nous l'avons confronté. Il a nié savoir quelque chose. Puis nous avons demandé « Où est Ashton? Allons chez ses parents. » Il refusait de nous y emmener et a précisé que l'un d'eux vivait près de Waialiga, près de la route 10. Et l'autre, sa mère peut-être, et puis le père vit quelque part à Appleton. On a appris qu'ils étaient à Appleton et Wausau aujourd'hui, mais on ignore où les animaux ont été cachés. Mais des camels menthol, aucun d'eux ne fume des camels menthol chez eux. Moi, je fume des camels mentholés. On a vu un paquet vide de camels menthol dans leur cendrier. En fouillant ma boîte à gants, je pense qu'ils ont pris un paquet de mes cigarettes. Je veux dire, ce n'est pas une preuve, mais ça l'est, tu vois, ouais. La police ouvre une enquête. Bill choisit autre chose, la vengeance. Il passe des coups de fil, il commence à enquêter, il dit aux gens qu'il sait exactement qui l'a fait, Riley. Au lieu d'attendre que les policiers récupèrent les reptiles volés, Bill décide qu'il va les récupérer lui-même. Lui et Tiffany rassemblent des armes, un fusil de chasse, une autre arme longue, des munitions. Plus tard, les enquêteurs répertorieront un marteau, des couteaux, même une paire de menottes dans la voiture. Rien de tout cela n'apparaît dans les rapports avant la fusillade, mais avec le recul, la préparation est indéniable. Vers 22 heures, ils tournent dans Van Street, une rue résidentielle calme. Les caméras de sonnette confirmeront plus tard l'heure. Leurs phares éclairent une silhouette solitaire qui marche. C'est Riley Manent Powell. Bill arrête la voiture et descend, fusil de chasse à la main. La porte reste ouverte, le moteur tourne, alors que la confrontation s'intensifie instantanément. Tiffany, la mère de Riley, sort elle aussi, et à un moment donné, les images de la sonnette semblent la montrer tenant le fusil. Tu as des hauts bas sur tes chaussettes. Tu as des hauts bas sur tes chaussettes. Riley enlève son t-shirt. Les enquêteurs noteront à nouveau ce détail plus tard. Il crie sur Bill, le défiant de se battre sans larmes. Fais-en un combat comme un homme sans but. Pousse-la et bats-toi avec la balle. Il n'y a aucune tentative visible de partir, aucun signe que quelqu'un ait assez peur pour se retirer. Quelques secondes plus tard, un coup de feu retentit. Il lui a tiré dessus. Il lui a vraiment tiré dessus. Le voisin qui entend le coup regarde dehors et voit un corps allongé face contre terre derrière la voiture. C'est Riley, le fils de Tiffany. Bill et Tiffany, cependant, sont de retour sur le siège avant du véhicule, sans le toucher ni vérifier son pouls. Pose-le et tiens-toi au bâton. Les agents arrivent rapidement et sécurisent la zone.
Les ambulanciers s'agenouillent auprès de l'adolescent dans la rue, impuissants. Une fois la scène de la rue sécurisée et les éléments de preuve sécurisés, les enquêteurs commencent à recueillir des témoignages. Quelques heures après la fusillade, William Wild Bill Zelensky est transporté au poste pour être interrogé. Il vient tout juste d'être impliqué dans une fusillade mortelle, mais alors que l'interrogatoire commence aux premières heures du matin, son attention n'est pas portée sur l'adolescent qui reçoit actuellement des soins d'urgence. Au lieu de cela, ses premières questions sont d'ordre pratique. Est-ce que vous savez si je pourrais, sortir d'ici ce soir ou demain, ou comment ça va se passer? Non. Vous devrez probablement rester ici jusqu'à demain, je pense. Donc je dois passer la nuit ici? Oui, c'est ça. Mec, d'accord. Je veux dire, je comprends, mais je n'ai jamais passé la nuit en prison auparavant. Ouais. Donc ça craint vraiment. Cet état d'esprit, le fait de se soucier d'abord de son propre sort avant du bien-être de la victime, est aussitôt consigné. Cela contraste avec l'urgence attendue si le tireur avait réellement craint pour sa vie quelques instants plus tôt. Lorsqu'on l'interroge sur la confrontation, Bill tente de se présenter comme quelqu'un de réticent, voire de protecteur. J'espère que Riley va bien. Je ne sais pas comment savoir s'il va s'en sortir. Je m'inquiète vraiment pour lui. Je sais. Non, je sais, mais... Mec, je ne voulais pas avoir à faire quoi que ce soit qui puisse lui faire du mal. Alors que l'interrogatoire continue, Bill commence à parler aux policiers de son expérience dans les forces de l'ordre, insistant sur le fait que ce qu'il a fait correspond à ce pourquoi il a été formé en tant que policier. J'aimerais toujours coopérer avec vous, mais si ce sont les mandats qui passent en premier, c'est que vous le faites exprès. L'homicide, ce n'est pas, vous savez, de la légitime défense. Et ça me dépasse. Je veux dire, je suis un ancien policier. J'ai suivi ma formation à la lettre pour me défendre quand on me tire dessus. Mais les enquêteurs comparent déjà ces explications avec ce qu'ils ont vu sur la caméra et ce qu'ils savent maintenant à propos du tir. À bout portant, pas de bagarre, aucune tentative de se retirer. Bill détourne alors l'attention vers ces reptiles volés, comme si le contexte expliquait l'escalade. Je sais qu'il y a eu des reptiles et d'autres choses volées, mais ça a mené à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est bien ça? Quelqu'un a prévenu? Ouais. On vient juste de... En fait, Ils ont passé les derniers jours, vous savez, à remplir la paperasse. Je suis désolé, je ne me souviens plus du nom de l'agent. Ce n'est pas grave, je vais passer l'aspirateur alors, donc je... C'est alright. J'ai appelé le bureau du shérif pour qu'il regarde ça. Donc, on essaye de répondre et d'obtenir ces informations pour que quelqu'un puisse vivre cette histoire. Ce qui leur a été pris. Et je sais que tu aimes tes animaux. Oui, je ne veux pas qu'ils meurent. Oui, pour les enquêteurs, cela démontre un mobile, pas une justification. Cela montre l'importance que Bill accorde aux reptiles disparus et à quel point il a pris ce vol personnellement. En garde à vue, Bill réagit à l'accusation d'homicide, non pas avec de l'incrédulité face à un décès, mais avec le choc que ces actes puissent être légalement qualifiés de meurtre. Je devrais. Pourquoi ont-ils parlé d'une arme de poing? Quelqu'un, enfin. Je sais que c'est pire. C'était déjà assez grave. Maintenant, c'est encore pire. Mec, tu sais, maintenant, je ne peux aider personne d'ici. Tu vois? Alors que Bill propose un récit contrôlé en parlant d'entraînement et d'autodéfense, l'entretien avec Tiffany Powell est tout le contraire. Fluctuant, incertain et se rapprochant progressivement de la réalité médico-légale. Je vais ouvrir ça pendant que vous vous asseyez ici. Merci d'être venu. Est-ce qu'on a une place où s'asseoir ici? Dans sa première déclaration enregistrée, elle soutient la version de Bill sur la raison pour laquelle il cherchait Riley au départ. Si tu peux, remonte un peu plus tôt dans la journée pour moi, genre, comment on en est arrivé au point où Riley et Bill, tu sais, en sont arrivés à cette confrontation. Bill s'est fait voler il y a quelques jours et c'était Riley. D'accord. Comment en est-il arrivé à la conclusion que c'était Riley qui avait fait ça? Eh bien, il y avait des photos de bouteilles sur le Snapchat de Riley prises au milieu de la place, là où Bill s'est fait voler, et une dame l'a appelé. Cela explique la suspicion, pas la peur. C'est un différend de propriété, pas une menace pour la vie. En parlant de la confrontation, Tiffany décrit Riley comme étant devenu physiquement agressif. Où étiez-vous dans la voiture? J'étais dehors. Je demandais à Riley pourquoi il avait fait ça, et il voulait juste se battre avec Bill. Et il n'arrêtait pas d'essayer, il a enlevé sa veste et tout, et il continuait d'essayer de se battre avec Bill.
Qu'a-t-il fait? A-t-il expliqué pourquoi il a pris ces objets? Non, il ne l'a pas expliqué, il ne voulait pas l'admettre. D'accord, donc il a nié du début à la fin. Et il a dit que nous étions en route pour le récupérer chez son père, et il continuait à nier. D'accord, est-ce que Riley était le seul là-bas? Donc il n'y avait que toi, Bill et Riley? D'accord. Tu te souviens à peu près de l'heure qu'il était? Vers 10 heures peut-être, oui. D'accord. Donc, pour revenir à la dispute verbale, comment les choses se sont-elles déroulées? Tu as dit que Riley a enlevé sa veste? Alors, tu te souviens? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Riley a juste commencé à foncer sur Bill comme s'il allait l'attaquer. Et puis moi, je pensais qu'il utiliserait son taser dès qu'il en aurait l'occasion. Quand tu dis qu'il fonçait sur lui, que faisait-il précisément? J'essaye de tester pour traîner, mais je ne sais pas si c'est moi ou autre chose. Genre, Pour que ça arrive. as-tu vu Riley essayer de faire ça? Non, D'accord. Et qu'est-ce que Bill a fait en réaction? Donc il n'a pas essayé de se défendre, vous savez, bloquer les coups ou quoi que ce soit. Il a juste, je ne sais pas. Vous n'avez rien vu. Rien dans sa description n'atteint le seuil requis pour justifier légalement l'usage d'une arme en état de légitime défense. Au fur et à mesure que l'interrogatoire continue, Tiffany a du mal avec les détails. Où se tenait-elle exactement? Combien de temps a duré la dispute? Et quels mouvements ont eu lieu avant le coup de feu? Où te trouvais-tu par rapport au véhicule, à Riley et à Bill pendant que tout cela se passait? Tu t'en souviens? derrière la voiture, tu te souviens? Derrière la voiture. Ouais, d'accord. Donc si ça c'est la voiture. Donc t'étais derrière si ça c'est l'avant? C'est la voiture. Où étaient Bill et Riley? De ce côté, Donc ils sont du côté conducteur de la voiture. je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Alors, combien de temps diriez-vous s'est écoulé entre le moment où vous vous êtes arrêté là et le moment où Bill a tiré sur Riley? Pas très longtemps. Environ 15 secondes ou quelque chose comme ça? Peut-être quelques minutes. D'accord. Donc vous étiez là à discuter et à vous disputer un peu. Vous ne vous souvenez d'aucun mot précis prononcé? D'accord. Sauf que La maison de Riley lui achète un nouvel objectif. c'est une chose qui te marque. Ces incohérences ne sont pas perçues comme de la tromperie au début, mais l'ambiance de l'entretien change une fois que les enquêteurs examinent la vidéo de la sonnette et peuvent voir la confrontation se dérouler plus clairement que Tiffany ne l'a décrite. Lorsque les enquêteurs la confrontent au fait qu'elle tenait l'arme, sa certitude disparaît complètement. Il n'a jamais fait de commentaire disant qu'il voulait blesser Riley, ni expliquer pourquoi il avait pris l'arme ou quoi que ce soit. D'accord. Vous ignorez si l'arme était toujours chargée? Vous ne l'avez jamais vue la charger? D'accord. Il y a donc beaucoup de choses. Je vais être honnête avec vous, Tiffany. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas dans ce que vous me dites. Nous avons des vidéos de surveillance, alors j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Est-ce que Bill vous a donné quelque chose à un moment donné? Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Vous souvenez-vous avoir tenu l'arme? Non, oui. Tiens-la sur le côté. Tu dois la tenir sur le côté, putain. Je vais te tuer, putain. Étiez-vous ou êtes-vous sous l'influence de drogue ou d'alcool? Non. Parce que la vidéo me dit le contraire. Qu'est-ce que vous diriez si je regardais cette vidéo et que je voyais Bill vous dire spécifiquement de pointer l'arme sur votre fils et que j'ai une vidéo où on vous voit tenir cette arme et la pointer directement sur lui? Peut-être ai-je tenu l'arme, je ne sais pas. Eh bien, soit vous l'avez peut-être fait, soit vous l'avez bien fait. Je ne sais pas. Je me souviens juste qu'il y avait beaucoup de cris et de hurlements. Je pense que vous vous souviendriez si vous teniez une arme à feu et que vous la pointiez sur votre propre fils. Il y avait juste beaucoup de cris et de hurlements. Alors, qu'a fait Riley quand il a couru vers le véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je ne sais pas. Bill avait-il déjà menacé Riley auparavant? Non. Et si je vous disais qu'on m'a dit le contraire? Bill n'a jamais tenu de propos désobligeants selon vous? Il allait tuer Riley? Non.
Alors, une fois que Bill avait tiré sur Riley, quelles ont été vos réactions à vous et à Bill? Qu'est-ce que vous avez fait? Je voulais juste le toucher parce que je ne savais pas si ça allait arriver. D'accord. Tu te souviens où tu es allé, où tu t'es déplacé, où tu te tenais? J'ai appelé ma mère. D'accord. Tu étais dans la voiture ou en dehors de la voiture? Je ne pense pas que c'était le cas. D'accord. Tu n'étais pas dans la voiture? Je ne pense pas. D'accord. Alors que l'adolescent gisait grièvement blessé, personne n'a tenté de lui venir en aide. Les enquêteurs s'interrogent aussi sur la présence du fusil de chasse. Pourquoi Bill aurait-il pris un fusil dans son magasin s'il ne faisait que chercher des animaux? Il n'a pas expliqué pourquoi il le prenait. Il a juste pensé qu'il le prenait pour que personne ne le vole. Il l'a pris avant d'entendre parler des animaux. Il l'avait donc mis dans la voiture avant de savoir où étaient les animaux? Oui. Quelles étaient donc ses intentions s'il ignorait où étaient les animaux? Il avait toujours une arme dans la voiture. Il portait toujours une arme sauf lors de sa visite en ville. C'est ça. D'accord. Parce que tous les autres ont été volés, il reste dans le... Donc il avait toujours des armes dans la voiture? Ouais, d'accord. Avait-il d'autres armes de poing que tu avais vues, à part celles qui ont été prises? Non. As-tu déjà vu ce fusil à pompe? Non. Tu l'avais vu? Où l'avais-tu vu ailleurs? Eh bien, depuis qu'on lui a pris ses armes de poing, il garde ce fusil à pompe avec lui. Elle était donc habituellement dans la voiture? Oui. Cela contredit directement toute affirmation d'une réaction impulsive sur le moment. Au fur et à mesure que l'entretien avance, Tiffany est confrontée à d'autres contradictions. Sa proximité avec l'arme, les instructions enregistrées de Bill et les images montrant le contrôle qui passe de l'un à l'autre. Quand vous êtes parti, il n'y avait aucune intention. Bill n'avait jamais rien dit à propos de Riley. Il n'a jamais parlé d'aller le confronter, de le chercher, de lui parler. A-t-il essayé de le contacter à nouveau? Non. Tu ne te souviens pas qu'il soit devenu très agité ou qu'il ait fait quelque chose qui aurait pu expliquer pourquoi, tout à coup, il passe du fait d'aller chercher ses animaux à vouloir se battre avec Riley? D'accord. D'accord. Comme je l'ai mentionné dans la vidéo, on te voit clairement tenir une arme à feu. Et tu dis que tu ne t'en souviens pas? Tu ne te rappelles pas avoir braqué une arme sur ton fils? Tu ne te souviens pas de ce que Bill t'a dit? Tu es donc une personne condamnée pour crime, non? Oui. D'accord. Donc, tu comprends que tu n'as pas le droit d'être en possession d'une arme à feu. Voilà la situation. Tu vas être placé en état d'arrestation aujourd'hui pour possession d'une arme à feu par une personne condamnée pour crime ainsi que pour un maintien en détention lié à la probation. Tiffany réagit à peine. Elle reste simplement assise, essayant de comprendre ce qui vient d'être dit. De retour sur les lieux sur Van Street, les agents commencent à documenter tout ce qui pourrait être important pour l'enquête. La position du corps, l'emplacement du véhicule, l'angle du lampadaire au-dessus. Bill a déjà dit qu'il agissait en légitime défense, qu'il s'est senti menacé. Mais dans les enquêtes pour homicide, les déclarations viennent en second. Ce qui compte d'abord, ce sont les preuves. Et les preuves ne mentent pas. Il récupère le fusil de chasse à l'intérieur de la voiture, une autre arme longue, des munitions alignées et prêtes. Des armes qui ne correspondent certainement pas à l'idée d'une simple conversation qui aurait mal tourné. Des couteaux, des liens, un marteau, des outils qui suggèrent une préparation, pas la panique. Les enquêteurs notent aussi ce qui ne s'est pas produit. Aucune tentative de prodiguer les premiers secours, aucun appel à l'aide avant que le tireur ne se sente en sécurité dans sa voiture, et aucun signe que l'adolescent ait jamais brandi une arme. Elle n'est pas allée l'aider. Elle n'a rien fait. Et ils étaient juste tellement calmes. Qui sont-ils? Bill et elle. Bill a dit « Je lui ai tiré dessus. Il s'est jeté sur moi. Alors je lui ai foutu une balle. » Tu l'as entendu dire ça? Oui, il me l'a dit. Qui te l'a dit? Il a entendu le coup de feu. Alors je suis sortie. Ils étaient venus avant. Bill et Tiffany sont venus chez moi. J'arrivais en voiture et ils sont arrivés aussi. Et je me suis dit « Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois ?» Et il disait que Riley avait volé Bill et que Bill avait reçu un appel disant qu'il devait aller au commissariat pour parler avec eux. Et puis ils ont dit, eh bien, on repassera quand on aura fini. Donc environ 25 minutes se sont écoulées et on était assis ici, puis j'ai entendu le coup de feu.
Alors je regarde par cette petite fenêtre et je les vois dans leur voiture. Ils étaient tous les deux assis dedans quand je les ai vus, juste assis dans la voiture. Et j'ai vu comme un grand mouvement derrière la voiture et je me suis dit, bah mon Dieu, est-ce qu'ils ont percuté? Je pensais qu'ils avaient renversé un piéton. Alors je suis sortie et j'ai vu Ryan assis comme ça. Et j'ai dit, Riley, ça va? Riley, ça va? Et il ne bougeait pas et il restait juste là. Tu as dit que tu l'avais vu debout dehors, avec l'arme, mais tu as dit qu'ils étaient assis dans la voiture. Ils étaient assis dans la voiture et je regardais par la fenêtre. Donc je regardais par la fenêtre. C'était après ça. Donc c'était avant le coup de feu. C'était après le coup de feu. Donc je pense qu'il est peut-être remonté dans la voiture. Je ne sais pas, peut-être qu'il pensait qu'ils allaient partir ou quelque chose comme ça parce qu'ils étaient assis dans la voiture quand j'ai regardé par la fenêtre. J'ai pensé qu'ils avaient crevé un pneu. Mais pourquoi ce sac poubelle? Qu'est-ce qu'il y a derrière la voiture? Je suis sortie et j'ai dit « Hé les gars, que faites-vous? On ne sait pas ce qui s'est passé. » Riley était comme ça. Et puis j'ai juste demandé « Est-ce qu'elle sait ?» Et il ne répondait pas, bien sûr, et il ne bougeait pas. Et elle restait juste là. Et lui, il était vraiment calme, et puis il s'est fait arrêter, et elle restait juste là, un peu figée, et je lui ai dit « Tu dois aller à l'hôpital, tu dois, tu sais, voir comment il va. » Apparemment, elle a trouvé quelqu'un pour la raccompagner et est partie. Ce sont le genre de détails qui font passer un récit de « J'ai eu peur pour ma vie » à « Je voulais me venger ». Pendant ce temps, l'autre moitié de l'affaire se déroule ailleurs. Les reptiles volés, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres sont retrouvés. En moins d'une journée après la fusillade, les enquêteurs ont retrouvé les reptiles volés dans une petite maison à l'extérieur de Wapaka, chez un ami lié à Riley. Les animaux ont été retrouvés vivants au sous-sol, gardés dans des terrariums de fortune et des bacs en plastique. L'affaire du vol de biens est maintenant classée. Mais au moment où ces reptiles ont été sortis de ce sous-sol, l'enquête était déjà passée du vol à l'homicide. William Wild Bill Zelensky est accusé d'homicide intentionnel au premier degré pour la mort par balle de Riley Manent Powell, âgé de 18 ans. Tiffany Powell a également été accusée d'homicide intentionnel au premier degré en tant que complice, ainsi que de détention d'une arme à feu par une personne déjà condamnée pour une infraction grave. Avant leur comparution, le dossier s'enrichit encore, non de nouvelles preuves, mais d'appels enregistrés en prison. Je ne sais pas s'il existe un droit à être jugé rapidement pour meurtre, mais moi, tout le monde a droit à être jugé dans un délai raisonnable. Je veux être jugé rapidement. C'est ça. Je n'aime tout simplement pas t'entendre utiliser ces termes. Je n'ai rien à voir avec le meurtre de mon fils. Maman, j'étais là, mais je sais. Je sais. Je ne veux juste pas t'entendre dire ça pour Portia parce que ça me brise le cœur. Oui, on a pris des décisions horribles et il y a les pires conséquences au monde à cause de ça. Mais ce n'était pas intentionnel de ta part. Je fais juste confiance en Dieu, que ça va s'arranger. De toute façon, ce n'est pas ma faute. J'ai mal élevé Riley. J'ai tout gâché et je lui ai donné cette mentalité de voyou. Et je vous jure que j'ai essayé de lui enlever ça, mais non. À travers le système pénitentiaire, un autre enregistrement capte William Zelensky au téléphone depuis la prison du comté de Wood. Bonjour, ceci est un appel gratuit d'un détenu. Veuillez répondre. Une détenue à la prison du comté de Wood. Alors, bref, qu'est-ce que vous avez découvert maintenant? Oui, donc la mère de Tiffany Rosa ne veut pas que tu écrives à Tiffany Rosa du tout. Pourquoi? Mais ça, je ne sais pas. Je pense qu'elle est juste très en colère contre toi et qu'elle aimerait qu'il y ait encore la chaise électrique. Elle veut que je sois électrocuté pour avoir fait ça, ouais. Dès le début, les procureurs ont traité les deux accusés de manière très différente. Avant le procès, Tiffany s'est vue proposer un accord de plaidoyer qu'elle a accepté, reconnaissant sa culpabilité pour mise en danger imprudente de la sécurité au premier degré et possession d'une arme à feu par une personne déjà condamnée pour un crime. Elle a été condamnée à 15 ans de prison et 8 ans de liberté surveillée prolongée. Mais Wild Bill n'allait pas accepter d'accord de plaidoyer. Il veut avoir son procès et il l'obtient, mais cela ne tourne pas en sa faveur. Après 5 jours de témoignage, Wild Bill est reconnu coupable d'homicide volontaire au premier degré. Au prononcé de la sentence, la salle est silencieuse. Lorsque la grand-mère paternelle de Riley se lève pour prononcer sa déclaration sur les conséquences du crime, sa voix porte le tranchant brut d'une colère qui attend d'être libérée depuis 3 ans. J'aime Riley très fort. Il était la lumière de ma vie.
Nous rions tout le temps. Il va beaucoup nous manquer. Wild Bill nous l'a enlevé et l'a tué. Il a choisi de tirer sur mon petit-fils. S'il vous plaît, votre honneur, cet homme doit être en prison, derrière les barreaux, avant qu'il ne tue à nouveau. J'espère qu'il pourrira en prison pour cette affaire. Votre honneur, il a choisi de charger un fusil de chasse. Il a choisi de pointer le fusil de chasse sur mon petit-fils sans aucun respect pour la vie humaine. Il avait assez d'armes dans cette voiture pour remplir cette salle d'audience. S'il avait si peur d'un adolescent non armé, j'ai hâte qu'il rencontre les détenus et les meurtriers. J'espère qu'il a très peur. Quand elle termine, la salle relâche son souffle. Puis une autre voix s'élève, tout aussi dévastatrice. Même enfant, il était d'une intelligence précoce, étonnamment spirituel, affectueux et espiègle. Il illuminait la pièce de rires et de soleil. Sa déclaration est longue, un portrait de qui était Riley et de ce qu'il aurait pu devenir. Il était généreux et drôle, et il avait le plus grand cœur, le plus indulgent qu'une personne puisse avoir. Il était tourmenté et en difficulté à cause d'une enfance chaotique et dysfonctionnelle. Sa mère a eu des problèmes de santé mentale et de comportement depuis l'enfance. Riley était bien plus que l'image qu'on a donnée de lui pendant ce procès. Il avait 17 ans. Il se levait à 6 heures du matin, travaillait dur toute la journée, rentrait à la maison et jouait avec son fils, le nourrissait, le mettait au lit, passait du temps avec sa petite amie et jouait aux jeux vidéo. Il menait une vie ouvrière respectable et il était très fier de ses accomplissements. Je n'ai même pas besoin de fermer les yeux pour voir sa posture quand elle a levé l'arme sur son ordre. Je ne peux pas effacer l'image du corps agenouillé de mon petit-fils, effondré sur le sol. Je la vois maintenant. Combien de temps me reste-t-il ? Je suis piégée dans les dix à 15 secondes qu'il lui a fallu pour mourir. Elle termine par une supplique au juge qui mêle colère, chagrin et épuisement en une seule demande. Il semble juste que l'homme qui a pris la vie de mon petit-fils le paie avec le reste de sa propre vie. Il n'a montré aucune pitié à mon Riley. Je vous demande de permettre à la justice de lui rendre l'appareil avec une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Merci. Lorsque le tribunal invite l'accusé à prendre la parole, Wild Bill ne refuse pas l'occasion. Je n'ai jamais eu l'intention que quelque chose comme ça arrive. Je n'ai certainement jamais voulu tirer sur Riley et je ne voulais absolument pas qu'il meure. Je suis vraiment désolé. Le juge Raymond Hubert est resté impassible. Cependant, après la fusillade, ces actions ont également suscité l'inquiétude de ce tribunal. Il n'est pas allé voir Riley, il n'est pas allé vérifier s'il devait lui porter secours. Il est resté à l'écart, affirmant vouloir s'assurer que Riley ne se relèverait pas pour attaquer. Oui. J'ai du mal à croire ça, après qu'il ait su que le fusil de chasse avait fait feu et que Riley s'était effondré. Évidemment, il aurait pu apporter une aide qui aurait pu changer les circonstances. Mais le fait qu'il ne soit pas allé au moins vérifier l'état de celui qui était, faute d'un meilleur terme, son beau-fils, inquiète ce tribunal. Cela montre un manque de cohérence dans ses processus de pensée. Et quelques minutes plus tard, la décision est définitive. Réclusion à perpétuité avec possibilité d'une mise en liberté sous surveillance après 35 ans, la mort de Riley a tout changé et n'a rien résolu. Un adolescent n'est plus là, 2 familles sont détruites. Et la dispute qui a tout déclenché, une poignée de reptiles volés, n'en valait jamais le prix. Ici Kristen Thorne pour Law & Crime.